Bonjour, ici Julian et bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et aujourd'hui je vous parle des fameuses gaufres Ultra Énergie. Ben oui, même après 2 ans, j'en reviens pas encore. Ça m'accompagne dans chaque moyenne ou longue sortie de course à mon programme. Ça m'accompagne dans mes courses bien sûr, mais ça m'accompagne même dans mes journées au travail. C'est le snack parfait. Chaque gaufre fait 140 calories avec le parfait ratio 4:1 de glucides et de protéines. Ajoute à ça les 200 mg d'électrolytes pour reconstituer les minéraux qu'on perd dans la transpiration. Puis tu as un outil parfait pour t'accompagner dans tes efforts d'endurance. T'as l'outil parfait pour t'accompagner dans tes efforts d'endurance. Je vous parle même pas du goût, ça vient en 4 saveurs, vanille, caramel salé, chocolat et sirop d'érable. Puis honnêtement, là, après des centaines de dégustations, je peux toujours pas te dire laquelle est ma préférée. Si t'as pas encore essayé cette petite révolution-là, c'est le temps de le faire. Va sur le nac.com, remplis ton panier, puis si c'est ton premier achat, utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 166e épisode de Pas sorti du bois. Vous l'avez entendu, on a un public aujourd'hui, on est au Faux Mouvement pour un événement spécial 5 à 7 Gin et Café. En fait, on a la chance d'avoir le Faux Mouvement qui nous accueille ici aujourd'hui pour 2 enregistrements devant le public. Et on a Max de Hubal de Distillerie qui est présent, qui fait des drinks pour tout le monde, qui fait goûter les produits. Puis je pense aussi qu'il y a des drinks spéciaux prévus pour les invités et pour moi. Donc on va l'inviter tantôt à venir nous présenter ça. Mais en attendant, j'aimerais ça souhaiter la bienvenue à mon invité, Julian Claros. Bienvenue à Pas sorti du bois. Merci beaucoup, Yann. Écoute, en 166 épisodes, j'ai eu plusieurs fois où j'ai eu la chance d'interviewer des gens que je connaissais pas du tout, que je les découvrais en même temps que les auditeurs comme ça. J'ai aussi eu la chance d'enregistrer avec des amis. Puis c'est le cas aujourd'hui, donc je trouve ça cool parce que on se connaît dans la vie, on a partagé plusieurs kilomètres avec le temps. On se connaît des cute espresso, on a pris des cafés ici très tôt le matin. Ouais. Puis on a fait des projets un peu caves comme courir d'une gare à une autre la nuit. Mais je pense que ton histoire est super intéressante. Puis on courait ensemble au QMT, puis à un moment donné, j'ai fait OK, go, on le fait là maintenant. Bon, là maintenant a été 1 mois plus tard devant un public, donc pas stressant du tout. Est-ce que ça va? Pas trop de nervosité devant 30 personnes de même? Ben, un petit peu. Écoute, ça va partir avec le temps, j'imagine. Là. Ça va partir avec le temps. Puis de toute façon, les gens regardent comment sont accueillants, sont gentils. C'est la communauté trail. Oui. Tout le monde est smart ici. En tout cas, j'assume. Oui. Pour les gens qui sont là, il y a des places assises, il y en a debout. Moi, tantôt, on se demandait avec l'équipe du Faux Mouvement, est-ce qu'on trouve des chaises pour tout le monde? Puis on s'est dit non, c'est des coureurs, des coureuses, c'est des gens de trail. Ils sont supposés capables de rester debout pendant 1h30. On fera un peu une chaise musicale entre les 2 épisodes. Donc voilà. Puis si vous avez besoin de vous asseoir, ben vous asseoir par terre. Il y a des chaises devant, pas de pression. On a, comme je disais tantôt, Max Koubès qui est de la distillerie Hubal. Vous l'avez entendu dans les derniers épisodes, c'est un nouveau partenaire de gin, de produits pour le podcast. Puis, je pense que Max nous a préparé, Julian, des drinks spéciaux. Qui, je sais pas si c'est par rapport à notre expérience, à notre vie, je sais pas qu'est-ce qui l'a inspiré, mais j'inviterais Max à venir. La magie de la post-prod fera que tu pourras prendre 2 minutes finir les drinks ou pas, on va laisser ça dans l'épisode, let's go. Mais bref, quand Max sera prêt pour venir nous présenter les drinks qu'il nous a concoctés. Mais en attendant, regarde, on l'introduira un peu plus tard. En attendant, j'ai le goût qu'on parte du commencement avant d'aller dans les détails, dans tes courses récentes, dans tes expériences récentes. Parle-nous de toi, de ton parcours de vie, ton parcours sportif, qu'est-ce qui t'a mené à la course et tout ça? Ben, la course entre elles est arrivée un peu par accident dans mon parcours. Quand, dans le fond, je suis originaire de la Colombie. Je suis arrivé ici quand j'avais 8 ans. Puis mon père, il voyait que le monde ici jouait au hockey. Fait que ce qu'il a fait, il m'a proposé tu joues au hockey. Puis je voyais que tout le monde faisait ça. Fait que j'ai dit, ben ouais, on fait ça ici, on va le faire. J'ai joué au hockey pendant 10 ans, jusqu'à mes 18 ans. Mais je voyais tranquillement pas vite là, que vers 15 ans, j'avais moins de plaisir à faire ce sport-là. Puis c'était comme rendu une habitude. Okay. Fait que je le savais qu'il y avait quelque chose dans le plein air qui m'attirait. Mais je ne savais pas encore quoi. À 18 ans, j'ai commencé à faire l'escalade.
Puis pendant les 5 dernières années, là, j'étais toujours un peu le gars un peu zélé avec un sac en arrière puis une corde qui courait pour aller le plus vite à Parois parce que je voulais grimper le plus vite possible. Fait que moi, j'étais toujours comme en avant puis j'attendais le monde, je suis comme dépêchez-vous, comme on va aller faire les voies en premier, tout ça. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte que ben ça serait bien plus le fun peut-être de le faire. Pas de sac, pas de corde, puis plein de stock dans le dos. Fait qu'à un moment donné, j'ai commencé à essayer ça, puis je me suis rendu compte que c'était un sport. Fait que je savais pas trop. Puis là, à un moment donné, quand j'ai déménagé à Sherbrooke en 2021, il y a une petite montagne, le Mont Bellevue, là. Puis là, je voyais plusieurs personnes qui allaient. Puis c'est comme ça que j'ai commencé un peu la course en trail, là, par accident. C'est un bel accident. Je suppose que quand on passe de avoir tout le stock d'escalade dans le dos à juste une petite veste d'hydratation avec une gourde, le poids doit être plus le fun quand on court léger. Il fait moins chaud aussi. Hein. C'est ça. C'est drôle, ouais. Est-ce que tu grimpes encore? Je te dirais qu'en ce moment, beaucoup moins, à cause que l'école, les courses et tout ça. Mais j'adore encore full ça grimper, là, puis j'aimerais ça reprendre un petit peu plus l'escalade, là, parce que c'est beaucoup la montagne puis le plein air que j'aime, là, au bout du compte. Ça, j'allais dire, je pense que c'est des vases communicants quand même, l'escalade. On voit beaucoup de trailers qui escaladent et vice-versa. Est-ce qu'ils viennent d'un monde ou de l'autre? À quel moment ça se croise? Ça change, mais on en croise souvent. Qu'est-ce que ton expérience en escalade peut t'amener en trail, mettons? Je te dirais un peu, en 2021, je voulais comme m'entraîner pour faire l'escalade de compétition. Fait que ça m'a amené un peu comme d'être constant, de toujours en faire un petit peu, même si des fois ça te tente pas, comme ta petite sortie 5-6 km l'hiver là pour juste faire quelques kilomètres. Comme sur le coup, quand tu mets tes souliers, ça te tente pas, mais quand tu reviens chez vous, là, t'es comme ok, ça fait du bien. Ça valait la peine. Ça fait du bien. Puis je pense que la constance avec l'escalade et tout ça, avec l'entraînement, ça m'a aidé à ça. Ouais. C'est rare qu'on regrette d'être sorti. Non, c'est ça. C'est vraiment rare. En fait, ça. Y a-t-il du monde ici que ça arrive de regretter une sortie de course? Ça fait mal au début quand il fait moins 40, qu'il fait noir parce qu'il est encore 7 heures le matin, mais une fois sorti, ça vaut la peine. Ouais. Fait que tu le disais, t'es à Sherbrooke, toi, ben, originaire de la Colombie, mais déménagé à Québec, passé l'enfance à Québec même, Val-Bélair, je pense. Ouais, c'est ça. Ben, on est arrivé à Montréal en 2008. OK. Ensuite, déménagé à Québec en 2010. Ensuite, de 2010 à 2021, j'ai habité à Québec, à Val-Bélair, chez mon père. Puis là, maintenant, pour les études à Sherbrooke, pour qui sait combien de temps. T'es dans quoi? En kinésiologie. OK, je savais la réponse, mais faut que je le demande. Je veux dire, les gens écoutent, ils savent pas. Puis, en fait, j'ai goût qu'on jump dessus sur ce sujet-là parce que je sais que tu as des beaux projets qui s'en viennent, des sessions à l'étranger. Parle-nous un peu de ça parce que je pense que ça va faire rêver quand même. Okay. Ben, quand je suis arrivé à Sherbrooke, il y a comme les kiosques qui t'accueillent un peu, les comités étudiants et tout ça. Puis moi, j'ai vu UDS International. J'ai fait, je vais aller voir c'est quoi. Puis dans le fond, je voyais que tu pouvais faire des sessions à l'international, dépendamment de ton programme et tout ça. Okay. Fait que là, j'ai commencé à m'informer un peu tout ça de comment ça marchait. Je savais pas que c'était aussi compliqué. Sinon, je l'aurais peut-être pas fait. Ouais. Mais dans le fond, il fallait vraiment que tu trouves le programme, l'université, les cours qui correspondent à la session de ce que tu quittes. Puis ben, je dis ça comme à 90% parce que on dirait que je suis jamais sûr à quel point je vais pouvoir dire je pars ou je pars pas. Okay. Mais là, je suis rendu à faire mes demandes de visa étudiant pour partir au Colorado en janvier. Fait que quand tu regardais les options d'où tu voulais aller, on en a déjà parlé, mais c'est intéressant quand même. C'était quoi le critère, mettons? Ben, la manière que j'ai choisi la région, ce que j'ai fait, c'est que je fais du splitboard aussi. Okay. Fait que j'ai ouvert mon application de rapport d'avalanche en Amérique du Nord. Puis dans le fond, je regardais où ce que c'était orange, rouge. Puis je me suis dit, il risque d'avoir des montagnes dans ce coin-là. Puis au Colorado, il y en avait quand même une coupe. Okay. Fait que j'adore que c'est pas genre je vais regarder où il y a des belles communautés de trail, je vais regarder où il y a du monde qui font du splitboard, je vais regarder où il y a des avalanches. Ça va donner. Fait que c'était quoi les options que t'avais mettons pour le Colorado? J'avais appliqué au Colorado, j'avais appliqué au Idaho, puis aussi à Salt Lake City. OK. Fait que dans les Rocheuses. Puis ouais, c'est ça. Mais je voulais vraiment aller plus du côté du Colorado. Pour 2 raisons. Parce que, ben, c'est beau. Puis deuxièmement, parce qu'il y avait tous les cours que j'avais besoin. Ouais, c'est ça. Il y a ça aussi, faut étudier. Max, part pas, là, tu viens de nous apporter nos drinks, mais on prend une petite pause dans l'épisode, en fait, dans ton récit, parce que j'aimerais ça que Max, ben, d'abord, merci Max d'avoir embarqué dans cette idée-là, de faire un 5 à 7 gin café. C'est trippant. En fait, j'aimerais ça que tu viennes nous présenter, de les drinks qu'on a, mais j'aimerais ça que tu nous racontes
comment Hubal est devenu partenaire de Pas sorti du bois, parce que c'est quand même une belle histoire. L'anecdote? Ouais, l'anecdote. Écoute, moi-même je suis coureur, puis je suis un fervent auditeur du podcast. Et en fait, un jour, ton invité, peux-tu me rappeler son nom? Je me rappelle pas c'était à quel C'était épisode. la nutritionniste. Oh, c'était Isabelle. En fait, je pense que c'est la ça. dernière fois qu'on a fait un épisode devant le public, en février. Exact. Ouais. Et en fait, j'étais en train de faire ma course du matin et elle a dit qu'elle voulait pas de bière parce qu'elle préférait le gin. Fait que j'ai arrêté ma montre. J'ai arrêté ma course. Je t'ai envoyé un message tout de suite. Puis après, c'est allé facilement et voilà. Donc, c'est simple. J'ai quand même envoyé une bouteille pour la remercier. Je tiens à signaler. Et voilà. Et depuis, on a jasé. Puis, pour moi, c'est facile. Là, je fais des drinks, c'est parfait. J'ai du fun. Je vais à mon podcast préféré. Impeccable. Bon, Fait que voilà. Fait que là, le cocktail que je vous ai fait, c'est une création. D'habitude, j'ai vraiment l'habitude de faire des cocktails avec des ingrédients québécois parce que chez Hubald, on est très terroir et tout ça. Mais là, étant donné qu'on a eu un magnifique été au Québec et que le temps c'est de la marde, j'ai fait un petit cocktail tropical avec de l'ananas, du mélilo qui est comme une espèce de vanille québécoise, de l'eau de coco et notre gin herbacé. Et voilà. Donc c'est drink traître comme on dit. Ah. Tu sens pas l'alcool, mais si t'en bois deux après. C'est correct, c'est une petite quantité, donc En tout cas, merci de me recevoir, c'est vraiment cool. Merci à toi. On applaudit Hubal, Max. Juliane, je te propose qu'on goûte. On va faire une critique, puis soyons honnêtes. T'sais, moi, c'est un partenaire, mais toi, tu es pas un partenaire, fait que t'as le droit de dire ce que tu veux. Santé? C'est vrai qu'il est traître. Santé à tout le monde. Merci beaucoup d'être là. C'est vraiment cool. Cheers à tout le monde. Santé. On a aussi des cocktails sans alcool. Je pense que Max a aussi les nouveaux prêts à boire du Bald. Il m'en a fait goûter un tantôt, donc c'est déjà pas mon premier, ça part mal. Mais c'est une toute petite quantité que j'ai pu goûter tantôt, mais c'est vraiment très bon leur espresso martini. Donc, poursuivons. En trail, bon, t'as fait tes premières armes, puis rapidement t'as progressé dans les distances. Parle-moi de la première fois que tu t'es lancé sur un ultra. C'était-tu le trail de la clinique du coureur? Ouais. Le premier ultra que j'ai fait, c'était le trail de la clinique du coureur cette année. Ouais. Ça a été, En partant, t'as pas choisi le plus facile pour commencer. Quoique, y a-tu un ultra qui est facile? On sait pas. Ben, j'ai regardé un peu, je savais que je voulais faire le QMT 80. Bon, je peux aller direct là, en fait. Dans le fond, je voulais faire le QMT 80. J'avais été bénévole l'année passée au QMT à l'UTHC. Puis, dans le fond, comme bon étudiant, t'as une semaine, entre guillemets, de lecture. Moi, j'appelle ça plus une semaine de rattrapage. Ouais. Puis, je voulais vraiment aller comme décrocher dans le bois. Mais je m'étais blessé à l'UTHC. Je m'étais fait je m'étais planté comme du monde à l'UTHC. Je m'étais fait un arrachement osseux au niveau de la cheville. Fait que de ce que je comprends, c'est comme une petite fracture de stress, mais due à une chute. OK. Fait que là, j'avais été off pendant 2 mois. Puis là, à ma semaine de lecture, j'ai recommencé à courir un peu. Dans ma tête, en septembre, je voulais faire la traversée de Charlevoix en 3-4 jours. Mais là, c'était comme un peu innocent d'aller faire 106 km quand les 2 derniers mois, j'avais même pas couru. Fait que je me suis dit... C'est sage quand même. On va y donner. Attends. OK. Fait que, c'est ça. Fait que j'étais rendu à me dire, je vais faire quelque chose de plus raisonnable. Donc, je me suis dit, je vais faire le sentier des Caps en 2, 3, 4 jours. Je verrai. Ça s'est vite transformé en 1 journée et demie. Puis quand j'étais sur le sentier des Caps, j'écoutais des podcasts comme Pas sorti du bois. Puis là, je voyais aussi les pancartes du QMT. Ouais. Puis mon père, il est comme pas conscient un peu de ce que je fais dans la vie. Puis que là, il pensait que ce que je m'en allais faire, c'était vraiment dangereux, là. Comme aller faire le sentier des Caps en 2 jours. Fait que là, il m'a dit, là, tu m'appelles, tu m'écris, t'es rendu où et tout ça. Là, je suis comme, papa, j'aurais peut-être pas de réseau, je veux pas t'appeler, je veux pas regarder mon téléphone. Mais le soir, j'étais arrivé au refuge, puis j'ai regardé, j'avais du réseau. Puis là, j'étais comme, je viens de voir la pancarte du QMT, là. Puis j'ai fait le move sur ce moment-là, j'étais comme, ok, je le fais, QMT 80, je m'inscris. T'avais une barre de réseau, tu l'as utilisé pour aller t'inscrire, ça a loadé, j'ai encore le temps de fermer mon cell puis que ça marche pas. Ok, non, c'est fait. QMT 80, c'était comme ta première inscription d'ultra. Ouais. Puis je me suis dit, ça serait pas niaiseux de faire un autre avant, comme question de se préparer un petit peu. Tout à fait. Puis je m'étais dit, tu sais, je pourrais faire le sentier des Caps encore, mais comme en 1 journée, ou faire un événement. Parce qu'à ce moment-là, dans ma tête, je me suis dit, j'ai une session d'été à l'école, je vais juste faire une course, ça va être réglé, je vais être content. Mais finalement, je me suis inscrit à la trail du clinique du coureur pour comme me préparer comme dernier préparatif là, pour le C'est un bel enchaînement que les gens font souvent, trail de la clinique, QMT.
peu importe lequel est l'objectif A, ça reste que c'est un bon build-up. Il y a 3-4 semaines selon les années entre les deux. Puis dans les deux cas, c'est fucking technique, ça casse les jambes, ça fait mal, donc t'as le temps de faire la clinique du coureur sacré puis dirais c'était juste 50, je vais faire 30 de plus dans 3 semaines. Ça sera pas 30 plus facile, tu sais. Non. Non, je me rappelle avoir fini ça, puis mon père était là à l'arrivée, puis là il me regarde puis je suis comme ouais, il en resterait 30 là. J'étais comme il reste 4 semaines. Ouais. Mais là-dessus, ça reste qu'il y a une question de mindset. Quand tu pars pour 50, t'es tanné à 48 pis t'as mal quand t'es sur 80. Mais j'avoue que de dire que t'as quasiment le double à faire. Mais en même temps, on fait ça pour ça. Je suppose que ça a passé la petite crainte puis que là, tu t'es préparé. Ces 4 semaines-là, comment t'as-tu ajouté quelque chose ou tu t'es juste dit, je vais y aller sur le build-up pré-trail de la clinique puis on verra comment ça va? Ben, j'étudie en kinésiologie, mais je suis pas pour autant plus sage. Mais souvent, en tout cas, ça fait 166 épisodes que je parle à du monde, puis des fois il y a du monde comme toi qui sont experts dans un domaine, puis c'est rare les cordonniers qui sont bien chaussés. Honnêtement, Mais ils sont très bons pour donner des conseils. Puis c'est parfait, c'est ça leur travail, mais quand il y a le temps de s'appliquer à eux-mêmes, je regarde du monde rire dans la salle, je suis pas tout seul à penser ça. Non, c'est ça, fait que je me suis quand même bien encadré, j'ai une amie qui est au doctorat en kin, puis avait déjà fait des ultras, je lui ai demandé « Hey, est-ce que tu serais ouverte à me coacher? » Puis là, elle était comme, ouais, je vais t'accompagner là-dedans. Fait que, tu sais, je voulais vraiment avoir un encadrement. Fait que je me sentais vraiment prêt pour la clinique du coureur. Mais j'avais oublié dans la tête que j'avais eu de la fatigue d'accumuler puis que le but, c'était d'arriver à cette course-là fatigué. Fait que dans mon corps, c'est comme, non, ça va, on y va à fond. Puis j'étais complètement explosé, genre après, juste avant le Maelstrom, là. Tu sais, genre, où est-ce qu'il faut que tu sois comme frais, là. Je pense qu'on s'était parlé la semaine avant. J'ai un souvenir, ou 2 semaines avant, pis tu me demandais, tu l'as déjà fait, c'est quoi tes conseils? Je dis, ben, garde-toi des jambes pour le Maelstrom parce qu'il vient tard, mais il fait mal, tu sais. Ah, mais j'étais arrivé là, je pensais à toi, j'étais comme, je mangeais ma banane pis mon main au dos, j'étais comme, j'ai échoué. Mais en même temps, quand tu t'en vas faire un 80, d'arriver à un 50 déjà un peu pété, d'arriver dans une section qui te reste 20 kilos, mais c'est le 20 kilos le plus dur de la course, un peu pété, je veux dire, oui, ça fait mal pendant, c'est pas le fun pendant, mais c'est la meilleure école pour ce qui vient après, de se mettre dans la merde un peu, là. Ouais, littéralement. Mais ça taxe mentalement, là. Oui, mais surtout le Maelstrom, là. Il y a des gens qui rient ici, on connaît le Maelstrom, c'est ceux qui connaissent pas le Maelstrom, c'est une nouvelle section qui a été, je pense, défrichée par la clinique du coureur pour rajouter un peu de kilométrage à leur boucle du 30 pour faire un 50. Mais le 10 qu'ils ajoutent dans le Maelstrom, moi j'ai fait le 50 l'an dernier, j'ai fait le 30 cette année, j'étais vraiment très content de prendre à gauche quand il y a un embranchement puis que c'est le 50 à droite puis moi je sais ce qu'il y a là puis ça me tente pas. Prends à gauche, c'est vraiment satisfaisant. Mais tu sais, je faisais ce sentier-là puis je me disais, hey, j'ai déjà fait des trucs de bushwalking en escalade moins pire que ça. Je me disais littéralement ça, j'étais comme... Mais en même temps, c'est la meilleure école parce que tu t'en vas faire le QMT 3-4 semaines plus tard. Le QMT a des portions extrêmement techniques, mais c'est à Chibo pour ceux qui connaissent pas. Je pense que si quelqu'un jouait à un drinking game chaque fois qu'on dit ce mot-là dans le podcast, le monde serait sous. Mais c'est ça, Mr. Chibo, je pense que Maelstrom est une très bonne pratique pour le Mr. Chibo. En effet, Mais c'était ça aussi l'objectif un peu de faire la trail du clinique du coureur, c'est que je savais à quoi m'attendre sur le sentier des Caps parce que je l'avais déjà fait. Fait que c'était comme de me dire, ok, je vais faire le 50, qui est quand même technique, pour me préparer pour un 80 qui est quand même technique. Mais je pense, au niveau de technicité comparable, la petite affaire avec le QMT, c'était quelques portions de relance où tu peux ouvrir un peu plus. Je pense que la clinique 50, à moins que je me trompe, entre le ravito puis le début du Maelstrom, c'est-à-dire tu traverses une rue de 12 mètres, je pense que c'est le seul bout que tu peux relancer un peu. Les derniers 3 kilos se courent. Mais, tu sais, QMT, bon, sur 80, parlant de cette course-là, t'as peut-être un 10 kilos quelque part à droite à gauche où tu peux ouvrir un peu plus pis c'est, entre guillemets, roulant. Ben, c'est genre le bout de route, comme le ravito de Saint-Tite des Caps puis comme le début des sentiers. Je pense que c'est ça le bout de roulant de la... Parlons-en, du QMT 80. Tu parles de Saint-Tite des Caps, de cette portion roulante-là. T'arrivais avec un très gros build-up. C'est ton objectif A. T'es à quelques jours de la course. Comment tu te sens? Honnêtement, je pense que c'était tellement gros pour moi que, écoute, je pense que j'ai réalisé que j'allais faire le 50 quand Blaise a fait le décompte. OK. Ouais. Je pense que c'est là que j'ai comme fait, OK,
On s'en va pour, by the way, 52 km. Puis quand ils disent environ 2000 mètres de D+, c'est plus 2500. C'est ça, c'est plus ou moins 500. Ouais, c'est ça. Une petite marge d'erreur par là. Fait que quand j'étais rendu au QMT, je me sentais un peu stressé, mais la veille, je préparais mes trucs pour la course, puis c'était comme ça le seul contrôle que j'avais à ce moment-là. Ouais. De préparer mes choses, puis comme, écoute, que tu sois prêt ou pas, la course est demain matin à 5h du matin. Fait que j'étais pas tant stressé. J'ai quand même réussi à dormir une couple d'heures avant de partir le matin. Bien. Mais je pense que je le réalisais pas tant que ça, que je m'en allais courir 80 km. Je pense. Des fois, c'est bien de pas trop y penser non plus. Tu sais, au même titre que des fois, tu sais, je parle avec des gens pis tu te dis en début de course, hey, faut pas que tu penses au kilométrage qui te reste. Pis ce qui est le fun à Ricana, c'est qu'ils te le mettent pas du tout sur Non, les c'est arbres. ça. Mais dans les autres courses, il y a pas ça. Mais ça reste que, tu sais, mentalement, faut se conditionner dans ce sport-là. Puis en fait, ça dépend. Moi, je sais que pour en avoir fait quelques-uns, si tu penses trop à la bouchée qui reste à prendre, t'es mieux de calculer différemment. Tu peux pas te dire, il me reste 80 km ou il m'en reste 79, tu sais. Fait que Non. tu pars un peu naïvement, puis tu montes le massif, puis tu prends du plaisir, là. Ouais. Ouais, du plaisir à souffrir ou à te perdre dans les sentiers. Oh! Es-tu perdu? Puis, bon, t'arrivais, comme je le disais, avec un gros build-up. T'avais explosé le défi des escaliers. On en reparlera tantôt quand on parlera de ton implication avec Joko au Québec parce que t'as établi un record assez débile pendant cette course-là. Bref, QMT part. T'es parti quand même à bloc? Ouais. Comment ça s'est passé? Écoute, je pense que toutes les choses qui auraient pu mal se passer se sont passées. Okay. C'est une belle école. Ouais. Ouais. Mais on en reviendra aussi par rapport au Jeux cours Québec et tout ça, mais comme j'arrivais déjà à cette course-là avec... physiquement, j'étais bien. Physiquement, j'étais comme reposé parce qu'évidemment, j'avais fait un taper, mais c'était plus au niveau mental. En rétrospective, là, j'étais arrivé là épuisé mentalement. OK. Comme, j'étais arrivé à la course, plus de cartouches de libre là, pour comme me dire ok, ben là c'est dur, mais comme on pousse, puis après ça va devenir mieux. Ouais. J'étais arrivé à cette course-là complètement brûlé mentalement. Ouais, mais en même temps, je pense que un programme comme le tien, c'est très intense, fait que t'arrives brûlé de ta session, puis t'es à Sherbrooke, donc y a pas de break dans ton programme, tu sais, c'est... Non, c'est ça. En continu, C'est et ça. tout ça. Je cours au Québec, t'as fait plusieurs courses, t'es allé brûler des cartouches à différents moments avant, Ouais. il en restait plus. Non. Puis à quel moment dans la course, mettons, on part, on monte le massif, à quel moment t'as réalisé ça, que les cartouches, tu voulais puiser dedans, il y en avait plus? Après Cap du Salut, comme 3-4 km après, on était toujours comme les 4 mêmes gars là, qui couraient ensemble, comme quasiment depuis le début. Puis là, à un moment donné, là, j'étais comme... C'est moi qui était en avant pendant tout le long. Puis là, à un moment donné, je laissé passer le gars qui était en arrière de moi. Puis là, j'ai réalisé que j'étais pas capable de keep up sans comme, genre, brûler beaucoup trop d'énergie après 33 km. Ouais. Fait que là, j'étais comme, ok, non, comme, prends un step back, puis prends 2 minutes, là. Puis, entre Cap du Salut, puis Cap Griban, là, c'est là que j'ai réalisé, là, que j'étais comme, ok, non, c'est pas, ça se passera pas comme je voulais que ça se passe. Puis, it is what it is, là, cette journée-là. Puis ça devient quoi l'objectif? Dans le sens où tu te rends compte que c'est pas ce que tu pensais, donc les objectifs tombent à l'eau. Mentalement, comment ça s'est passé ce moment-là où il faut que tu switches de gear un peu? Là? Honnêtement, ça a été dur. Ouais. Ça a été dur parce que j'avais eu l'impression d'échouer dans un sens, même si j'avais même pas la moitié de la course de fait. Ça m'a pris comme un sentiment dans moi de me dire arrête là, arrête 2 secondes là, puis pose-toi des questions pourquoi tu fais ça. Puis j'ai arrêté 10 minutes, puis littéralement je me suis mis à pleurer pendant 10 minutes. Dans le sentier? Ouais. J'ai arrêté, je me suis assis, puis pendant 10 minutes j'ai commencé à pleurer. Parce que j'avais l'impression que j'avais comme abandonné mentalement. OK. Physiquement ça allait. Ouais. Ça allait. Comme un 80 km peut aller. Mais... Ouais, c'est ça. Mais mentalement, ça allait. À ce moment-là, c'est ça les cartouches mentales là, que je me suis rendu compte. Il t'en reste plus en ce moment-là. OK. Fait que tu passes ces 10 minutes-là assis à vivre cette émotion-là. À quel moment, qu'est-ce que ça prend? Oui. J'ai une question sur l'épuisement mental. Tu supposais que c'était le programme d'école. Est-ce que c'était juste ça? C'est-tu l'entraînement, la constance, le travail? Je vais reposer la question pour...
On a un auditeur. Ton nom, s'il vous plaît? Charles demande, en fait, qu'est-ce qui a pu causer cet épuisement mental-là? Ben, je pense qu'on va en revenir un petit peu plus tard par rapport à ça, mais dans le fond, je suis devenu ambassadeur avec le cours Québec et on m'a proposé de faire les courses avec eux. Tu sais, je disais au début que j'avais une session d'été. C'est quand même une session assez chargée. C'est une session à 17 crédits pour nous. Puis pour ceux qui le savent pas, comme une session à temps plein, généralement, c'est 14-15 crédits. Puis c'est pour ça que je voulais juste faire une course. Puis là, je me suis ramassé à faire 5 courses de la première fin de semaine de mai jusqu'au 1er juillet. Fait que j'avais une course aux 2 fins de semaine. J'avais ma mi-session qui venait juste de passer, donc des examens quand même assez stressants. Puis, ouais, les examens, les courses, l'entraînement, la fatigue mentale, puis de m'impliquer avec un organisme là, que je tenais à cœur, ça m'a comme épuisé à ce moment-là. T'es allé à fond dans toutes ces affaires-là, tous ces aspects-là. Ouais, c'est ça l'autre affaire. Je suis comme une personne qui va... quand j'embarque dans quelque chose, j'embarque à 110%. Ouais. Je veux le faire comme du monde, je veux pas le faire à moitié. Puis, ben, tu peux pas faire 110% dans chaque chose si t'en fais 43, là. Ouais. Ben, tu peux, mais comme tu dis, tu brûles les cartouches. Puis à un moment donné, ça te rattrape. Ouais. Donc, 10 minutes assis, à quel moment... Qu'est-ce qui t'a fait te relever puis on repart? J'ai pris mon téléphone, puis dans le fond, les 2 personnes qui étaient avec moi, c'est 2 personnes que j'apprécie beaucoup. Puis ils étaient venus de Sherbrooke pour faire mon crew. Puis je me suis dit, là, l'objectif, c'est pas de me rendre à la fin, c'est je vais me rendre à Saint-Tite parce que j'ai le goût de les voir. Ouais. Puis je pensais à eux, parce que je sais que Jasmine, là, elle a donné beaucoup pour moi, puis je me disais que je lui devais au moins ça. Ouais. D'être là au ravito pour elle. Là. Exact, le ravito qui venait, qui est au 57e kilomètre sur 80. Ouais. Fait que ça a été suffisant pour on repart puis on se rend au moins à Saint-Tite. Ouais, puis ça a été de changer le mindset à ce moment-là. Ouais. D'arrêter de me dire que comme je voulais le faire en bas de 11 heures, qu'est-ce qui pour moi était un objectif très réaliste avec l'entraînement que j'avais fait, de changer on va le faire en temps de temps, on y va même pas kilomètre par kilomètre, on y va un pied devant l'autre, puis on va voir ce qui se passe après, là. Ouais. Puis à ce moment-là, on repart, là, il te restait quand même beaucoup de kilomètres avant de te rendre à Saint-Tite. Avec ce nouveau mindset-là, t'as-tu senti que ça a complètement changé ta course, dans le sens où tu repars, c'était-tu aussi pénible ou tu sentais que tu ressortais la tête de l'eau tranquillement? Tu sais, je pense que je suis arrivé là avec ça m'est arrivé aussi avec la ligne du coureur, là, de comme, pas vouloir me faire dépasser, puis comme d'accélérer tout ça. Puis on dirait qu'à ce moment-là, quand j'ai accepté ça, c'était comme, hey, le monde sont autour de moi, là, sont là pour avoir du fun aussi, là. Puis là, j'ai commencé à jaser avec le monde, j'ai couru avec un gars, puis on a couru pendant 10 km de Cap-Guiriband jusqu'à Saint-Tite, là, où ce qu'on faisait juste se jaser. Puis lui non plus, ça allait vraiment pas bien. Fait que, il m'a dit comme, hey, merci beaucoup, genre, tu m'as aidé à me rendre à Saint-Tite des Caps. Je suis comme, ben, merci à toi, parce que moi non plus, je me serais pas rendu, là, probablement. Voilà. Fait que, ça a été juste de changer le mindset, puis de comme, tu sais, on est sauf les élites, là, on n'est pas les uns contre les autres dans le sentier, là. On est tous là pour s'entraider, pour se rendre au bout du chemin, là. Ouais. Fait que c'est ça qui m'a aidé. Ouais, puis pour en avoir parlé à plusieurs autres podcasts ou dans la vie, je pense que même pour une bonne catégorie puis une bonne part d'élite, oui, il y a l'aspect compétitif, mais il y a aussi l'aspect, parfois, on est dans des montagnes hostiles, il y a des moments où il faut s'aider, puis on l'a vu plein de fois, il y a plein d'histoires, là, on peut en parler pendant des heures, d'histoires où du monde se sont tenus ensemble jusqu'au bout, puis ça a peut-être fini à un finish record, genre UTMB, Kylian Mathieu. Dans le sens qu'il y a plein d'histoires où justement l'entraide, puis je pense que c'est ce qui différencie notre sport des autres. Puis des fois tu parles avec des néophytes, des moldus qu'on appelle pour le fun, mais des fois quand tu veux comme mettre en perspective le trail, puis le monde, tu sais, comprennent pas tout à fait ce que c'est, puis les gens qui sont exclusivement en route comprennent peut-être moins l'aspect qu'il y a pas de compétition pour la 112e place, tu sais, alors qu'en sur route des fois un peu plus. Puis tu te dis, c'est un sport où même il y a des courses qui vont ajuster les chronos pour que des gens finissent main dans la main ensemble, puis qu'il n'y a pas un centième de seconde entre le premier et le deuxième, puis tout le monde finit égal, tu sais. Il y a ce côté-là très communautaire. Fait que, tu l'as vécu de plein fouet au QMT. Ah ouais, clairement. Ben surtout avec toi aussi, là. On l'a vécu un peu plus tard. Un petit peu plus tard, ouais. Mais tu sais, c'est ça, je suis arrivé à Saint-Tite-des-Caps, puis ben premièrement, j'ai comme... Tu sais, quand... J'ai tellement une idée stupide. Dans le fond, je m'étais acheté des sushis que je savais que j'allais manger à Saint-Tite. Puis comme... Moi, pourquoi j'ai pensé à ça, mais je me suis dit, je vais avoir faim pour mes sushis à Saint-Tite. Puis genre, 3-4 km avant Saint-Tite, j'ai arrêté de manger.
Parce que je voulais avoir faim pour mes sushis. Je vais te garder un peu de place. Parce que, tu sais, tu dépenses pas assez d'énergie dans un ultra. Non, c'est ça. C'est mieux de la petit gel à 100 calories. Je suis mieux de pas le prendre. Non, c'est ça. Pour mes sushis. Et voilà. Ouais, pour pas trop manger, tu sais. Faut surveiller les calories. C'est ça. Ouais. Fait que j'ai commencé à m'endormir sur le sentier à 4 km de Saint-Tite. On se rappelle, il est genre 1h de l'après-midi, 2h, je sais pas. Même pas, fait que là. tu t'endormais, là. Ah ouais, fait que là, j'ai comme juste fait, ok, ça marche pas. Je me suis comme gavé de 3 gels, une barre de fruits, comme straight up de même. Puis là, c'est comme, ok, j'avais juste pas mangé dans le fond, là, je suis pas fatigué, là. Puis, tu sais, je suis arrivé au ravito de Saint-Tite. Puis là, t'as Jasmine qui me dit, tu sais, moi, j'avais dit, si je passe plus de 10 minutes au ravito, tu me kick out dehors, tu me remets sur mes pieds, puis genre, je resterai pas là 1 heure. Ouais. Fait que là, elle est arrivée, elle me dit, go, viens-t'en, dépêche-toi, on va changer tes trucs, puis tu repars. Moi, je dis, hey, Jasmine, rendu ce que je suis là, va te chercher une bière. Va te chercher une bière, on va jaser, puis moi, je vais prendre mes sushis, là. OK. Puis juste avant que t'arrives, c'est ça, mais j'étais vraiment dans un mood de comme, regarde, on va juste finir la course, ça va être ça la journée. Puis j'étais en train de jouer dans les jeux d'eau. Puis il y a vraiment un moment là que je me rappelle encore, tu sais, je suis en train de me laver parce qu'il y avait pas de boîte dans le sentier des Caps tant que ça, là. Puis ben il fallait que je me lave un petit peu. J'étais dans les jeux d'eau. Puis je me suis senti comme un enfant à ce moment-là parce que les jeux d'eau, ils ont arrêté. Mais il y avait une mère avec ses enfants qui était là, puis elle m'a regardé, puis moi je comprenais pas pourquoi les jeux d'eau ils fonctionnaient plus. Fait que là, à un moment donné, on croise notre regard, puis elle fait juste me regarder, puis elle me dit, tu veux-tu que je te leur parte? Wow! Pis là, t'as juste moi, plein de bouettes, qui j'ai dit, s'il vous plaît. Wow! Il y a des moments comme ça surréalistes. Hein? Ouais. Fait que tu sais, rendu au Ravito de Saint-Tite, là, j'étais comme, écoute, moi, je vais repartir quand j'aurai fini de jouer, là. Voilà. Pis c'est à ce moment-là que t'es arrivé, je suis comme, ah, là, je peux repartir. C'est ça, parce que moi, j'arrive, puis je veux dire, on avait des objectifs différents sur cette course-là, puis j'étais surpris de te voir, mais en même temps, on jase un peu, tu m'expliques ce que tu viens de m'expliquer, mais sans les bonnes anecdotes. Là. Comme l'histoire complète, c'est très bon. Fait que finalement, on est repartis ensemble, puis on a passé un bon moment, puis c'est dans les 15 km qu'on a passé ensemble après qu'on a décidé qu'on ferait ça aujourd'hui. Ouais. Vraiment, j'en dis beaucoup parce qu'on se connaissait déjà, on avait déjà couru plein de kilomètres ensemble, mais l'attrait, là, a quelque chose de magique, ce qui fait qu'on se met à partager beaucoup, puis on se met à se raconter des trucs ben deep dans le sentier, les deux cours, puis on est dans des trucs vraiment très profonds, puis des analyses de société. On a parlé de la société québécoise, puis le rapport à ton père, puis sa perception sur la société québécoise versus la Colombie. On est vraiment allé très loin, parce qu'on a passé 15-20 kilomètres ensemble. Mais dans tout ça, on a jasé de plein de choses, dont de se dire ok, ben go, on fait le podcast. Ça faisait un bout qu'on en parlait, mais ça a été vraiment intéressant. On a pris ça très à la cool. Moi, j'étais dans mes objectifs. Toi, bon, on switch de gear, puis t'étais encore là dans ces nouveaux objectifs-là. Ouais. On a pris du plaisir dans la Mistachibo comme on pouvait. Ben, honnêtement, pendant 2 minutes, ben non, plus que ça, pendant au moins 10 km, j'avais oublié qu'on était au QMT. Ah oui. C'est quand maintenant on a rattrapé un gars puis on a dépassé, c'est comme ah c'est vrai on fait une course. Ah oui. On était tout seul en fait, je pense de Saint-Tite, on a dépassé une couple de personnes qui marchent la côte, puis pas qu'on allait si vite que ça, mais ça a donné qu'on dépasse. Puis après ça on a vu personne pendant comme 10 km juste avant qu'on croise Jeff Aymon, genre juste avant le ravito Mistachibo. Ouais. Puis ce bout-là est vraiment le fun parce que c'est pas encore la Mistachibo, mais il est vraiment technique, il y a des descentes, des montées, mais on était juste en mode on jase puis on se demande c'est quoi ce qu'a fait le QMT, c'est quoi l'affaire à droite, c'est une track de bobsleigh qui a été abandonnée il y a longtemps, mais bref, dans cette section-là, il y a une espèce de track en bois qui longe le sentier, qu'on dirait avec un petit peu de mousse là. Ouais, un petit peu de mousse, mais bref, on a eu beaucoup de plaisir à jaser. Finalement, ta fin de course, comment ça s'est passé? Encore pire que la première moitié. Fait que, il était pogné avec moi, c'est ça qui arrive. Non, jusqu'à ce bout-là, ça allait super bien. Je me rappelle, à un moment donné, on jasait, puis écoute, moi, je commençais à être étourdi, j'avais vraiment mal à la jambe. Puis là, à un moment donné, tu te reviens, je suis plus là. En fait, moi, je courais, puis on était trois, on avait rattrapé Jeff Aymon, ou il nous avait rattrapé, bref. Salut, Jeff. Puis on court les trois. Ça donne que moi, je donne la cadence en avant, puis on avance, puis on est dans Mistachibo, là où la Mistachibo est à son meilleur, c'est-à-dire lente. Puis on avance, puis moi, je sens une présence derrière, mais c'est un bout plus silencieux, comme ça arrive aussi des fois. On jase pas, puis à un moment donné, Jeff me dit, je pense qu'il décide d'accélérer, ou moi, non, c'est pas vrai, moi, je le distancie un peu. Moi, je pense que tu suis en arrière, tu sais. Parce que Jeff arrête plus longtemps au ravito.
Puis à un moment donné, je me retourne, puis je suis complètement tout seul. Fait que là, je me dis, OK, je dois avoir pris 30 secondes d'avance. Fait que j'arrête, puis j'attends, puis j'arrête, puis j'attends. Puis à un moment donné, t'arrives pas, puis Jeff repasse, puis là, Jeff, il me dit, je l'ai pas vu non plus. Fait que là, je suis comme, OK, fait combien de temps qu'on court dans le silence sans Rouliane? Bref, je pars dans l'autre direction. Puis finalement, tu m'expliques que t'es allé prendre un petit bain dans la rivière. Ouais, j'avais, dans le fond, il y a 2 ans, en 2021, je m'étais déchiré le ménisque interne. Puis, comme je disais tantôt, c'est pas parce que j'étudie là-dedans que je suis à l'abri de tout ça. Après mon opération, après quelques mois, ben, j'ai commencé à faire de la physio, j'avais des exercices à faire. Puis tu sais, c'est le moment où ce que tu te dis, ça va bien, je peux arrêter de faire mes exercices. C'est comme le moment, faut pas que t'arrêtes, genre. Puis ben moi, j'ai arrêté à ce moment-là. Écoutez tout le monde ici présent, en audio, peu importe, ce qu'il vient de dire, enregistrez-le puis réécoutez-le. Quand tu te dis, je pense que je suis correct, fuck les exercices. C'est comme le moment où tu continues, ouais. Puis ben moi, c'est ça, j'ai comme arrêté à ce moment-là, ce qui a fait en sorte que j'ai comme une petite faiblesse du côté gauche. Fait que mon genou, il rentre un peu vers l'intérieur comme quand je suis fatigué. Puis j'étais quand même un peu fatigué à ce moment-là. Fait que ma bandelette a commencé à faire un petit peu mal, j'étais un peu étourdi. Je me suis dit, hey, je vais me sacrer dans la rivière, ça va faire du bien à ma jambe, puis comme, ça va faire du bien à ma tête un peu. Puis là, après ça, tu reviens pis t'es comme, t'étais où? Puis là, c'est là que je t'annonce que j'étais dans la rivière parce que ça va plus ou moins bien, mettons. Fait que finalement, on a refait, je pense, 1 kilomètre ensemble, puis tu m'as dit, go, vas-y. Tu semblais en excellent état, dans le sens où c'était pas dangereux pour ta vie, t'allais juste avancer un peu plus tranquillement. Ben, on avait croisé l'équipe médicale. Oui, c'est vrai. Puis dans le fond, j'avais... Il faisait un feu sur le bord, là. Oui. Il faisait des saucisses, genre. On les salue. Puis dans le fond, t'avais Steve qui est comme le directeur médical du QMT. Puis là, j'avais fait le balisage la semaine d'avant, fait que je l'ai croisé puis j'ai demandé, y a-tu un masso, y a-tu un physio qui peut genre me masser pour me relâcher cette bandelette-là? Puis là, il me dit, ben, il va falloir que tu t'arrêtes un petit bout si tu veux. Fait que là, on s'est dit bye. Puis j'ai fait du yoga une 20aine de minutes avec lui. Ce qui a servi complètement à rien. Mais ça fait une excellente anecdote, faire du yoga avec Steve Parent sur le bord de la Mistachibo. Il y a de quoi de quasiment romantique là-dedans. Hein? Ah, c'était très romantique, ouais. Avec un petit feu de camp. Ah oui, c'est ça. C'est quasiment une méditation. Ouais. Fait que après ça, il me restait 8-7 kilomètres. Comme dans ma tête, c'était sûr que je le finissais. Parce que rendu où ce que j'étais, je pense que c'était aussi long sortir en 4 roues qu'à la marche. Ouais. Là, j'étais comme, je vais le faire en marche. Mais à chaque fois que je faisais un pas de marche, pas de course, sur du plat, c'est comme si on me plantait un couteau dans le genou. C'était tellement douloureux là que je pourrais même pas te décrire à quel point je voulais juste arrêter dans le sentier puis me coucher puis attendre que quelqu'un passe puis vienne me chercher. Mais j'ai continué parce que ben on s'en est parlé un peu. C'est quoi ton why de cette course-là? Pourquoi tu veux finir la course au QMT? On s'est parlé de ça dans une espèce de montée de même. J'ai un souvenir de... Ouais. On parlait de No Why. Toute cette journée-là, après le switch de focus, après le moment où tu dis, OK, là, je suis en mode finish, fuck l'objectif. C'était rendu quoi le why à ce moment-là? Pour moi, c'était ma mère. Je pensais beaucoup à elle. Puis c'était aussi pour les 2 personnes qui m'attendaient, plus mon père, là. Pour le monde qui m'attendait là, puis j'étais comme, ils ont pris le temps de se déplacer, ils m'ont encouragé, ils m'ont supporté pendant beaucoup de temps dans ce projet-là. Tu sais, c'était pas quelque chose que je leur devais physiquement comme je te dois ça, là, mais c'était comme, je vais me rendre au bout pour eux, là. Ouais. Ben, c'est une belle chose à laquelle se raccrocher quand ça va mal, puis qu'il reste 5 km, puis que chaque pas fait mal. Là. Ouais. Fait que finalement, c'était une longue agonie jusqu'à la place préférée de tous les coureurs au QMT, c'est-à-dire l'asphalte. Ouais. Avant la dernière montée. Ouais. Écoute, je me sentais vraiment à ce moment-là comme si j'étais sur un tricycle dans la voie de droite sur l'autoroute. Wow. Comme le monde, il me dépassait, j'étais comme, je pense que j'étais en train de reculer. Ouais. J'avançais tellement pas vite, là, c'était difficile pour vrai. Ouais. C'était difficile pour l'ego. De me dire que comme, hey, je voulais le finir en bas de 11h. Je suis rendu à 13h30. Pis j'ai pas fini dans la prochaine heure, là. Ah, c'est ça. En même temps, là, avec du recul, là, 2 mois de recul, 1 mois et demi, c'était ta première longue distance. Tu avais des objectifs ambitieux, mais quand on arrive dans un nouveau territoire qui est le 80 km, c'est un giga step à prendre à la vitesse à laquelle tu t'es développé aussi dans le sport. C'est rapide quand même, tu sais. T'as appris énormément de cette course-là, de ce que j'entends, mais là, avec du recul, est-ce que t'es content de l'avoir fini jusqu'au bout et d'avoir... fait cette longue marche-là jusqu'à la fin?
Ouais, je suis vraiment content d'avoir fini. Tu sais, au-delà de la course, au-delà du sport, j'ai appris beaucoup de choses qu'on se rappelle pas assez dans la vie de tous les jours, là. De juste mettre un pied devant l'autre, là, puis il y en a des moments difficiles, là, puis faut juste des fois continuer à avancer un petit peu. Puis des fois, c'est correct aussi de prendre un step back, puis s'arrêter, puis de se questionner de pourquoi on fait ça. Ouais. Puis j'ai l'impression à t'écouter que on est passé d'un objectif de performance à un objectif, je veux dire, tu t'es rendu au bout de cette course-là, j'ai l'impression que dans une histoire comme ça, après ça, il n'y en a pas de limite, là. Dans le sens où t'étais cassé dans la première portion parce que t'es allé trop vite, t'étais cassé dans la deuxième portion parce que t'étais blessé, puis t'as ton verre de finisher, t'as accompli le truc, fait qu'après ça, what's next, là? Ouais, ben tu sais, what's next, ça c'était un petit peu un autre ultra. Tu y penses pas peut-être en finissant, mais ça reste que t'apprends dans une épreuve comme ça, là. Ouais, mais tu sais, c'est comme, j'avais déjà un peu dans ma tête, ok, fait que dans 36 heures, je suis de retour sur les bancs d'école. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'était comme ça que je pensais à comme... Tu sais, le QMT, c'est comme le point culminant de ma saison de course pour moi, pour d'autres raisons qu'on en parlera peut-être tantôt. Puis c'est comme... C'était comme c'était comme si c'était supposé de la cerise sur le Sunday. Ouais. Mais finalement, il était pourrite. Ouais. C'était un peu ça que je le filais. Okay. C'est ça le feeling que j'avais à ce moment-là. Ouais. Tu sais, maintenant, on se parle de quasiment 2 mois après, là. C'est pas ça le feeling que j'ai maintenant. Ouais. Mais en finissant la course, là, tu sais, je t'avouerais, là, je me rappelle, là, tu sais, le monde, il me dépassait, puis c'est comme, bien temps, on va courir le dernier kilomètre ensemble, puis moi, j'étais comme, hey, je peux pas. Ouais. C'est pas je veux pas, là, c'est je peux pas, je suis pas capable. Puis je m'en rappelle, tu sais, à la fin du QMT, même s'il était comme, je sais pas, 7h30, 8h du soir, là, il y avait encore du monde, puis le monde, il applaudissait, mais je marchais. Puis à ce moment-là, le sentiment que j'ai eu en dedans de moi, c'était de la honte. Parce que je me disais, aïe, je suis en train de marcher à la fin du 80. On dirait que c'était comme, dans ma tête, tout le monde est en train de me juger. Tout le monde est en train de dire, ben voyons donc qu'il court pas la fin. Ouais. Puis mon père, il me dit, 30 secondes après, hey, le monde t'applaudisse, là, parce que à matin, là, t'es parti de Petite-Rivière-Saint-François, là. Ouais. Il y en a beaucoup de monde là, qui l'aurait pas fait ce que t'as fait, puis les sacrifices que t'as fait dans la dernière année pour faire ça. Puis c'est là que tu te rends compte qu'un papa, c'est précieux aussi. Ouais. Ouais, puis après ça, que ça t'ait pris 11, 14, 24, 36 heures, t'as quand même connecté 2 points vraiment fucking loin en un stretch. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé pendant? Chaque personne vit ses affaires, mais c'est quand même énorme quand tu le regardes. Puis moi, j'y pense tout le temps au QMT parce que c'est vraiment 2 points vraiment géographiquement reconnus. Là. Tu pars du massif, tu finis au Mont-Saint-Anne. Ce 80 km là, il est simple à quantifier. En char, tu le fais, puis tu te dis, j'ai connecté tout ça, puis pas juste en ligne droite à vol d'oiseau, genre en des petits sentiers sinueux qui virent à droite, à gauche, jusqu'à ce point-là. C'est énorme, peu importe que tu marches le dernier kilomètre ou pas. Là. Ouais. Tu disais tantôt, sur le coup, bon, oui, la cerise a l'air pourrite, la cerise sur le Sunday. Là, 2 mois plus tard, c'est quoi ton sentiment par rapport à ton QMT 80? C'est sûr, ça me remet mes objectifs en perspective par rapport à ce que j'avais par rapport à la course et tout ça. Quand j'ai joué au hockey compétitif. Quand je t'embarquais dans l'escalade, je t'embarquais aussi dans l'escalade compétitive. Fait qu'il y a comme, tu sais, il y a toujours un désir en dedans de moi, là, de repousser ma limite, là. Mm-hmm. Tu sais, tu l'as dit souvent dans le podcast, mais de dépasser se dépasser ou se repousser, pour moi aussi, c'est pas la même chose, là, tu sais. Quand tu dépasses ta limite, t'es allé trop loin, là. Tu t'es blessé, t'as pas eu de fun, puis comme, c'est pas la bonne place, puis un peu comme la compétition, pour moi, c'est comme me repousser. Un peu aller chercher, voir c'est quoi ma vraie limite, là. Mm-hmm. Tu sais, je pense qu'on pense tous que notre limite est à un certain point, mais plus tu t'en vas comme la flatter, là, mais tu te rends compte, ok, non, je suis capable d'aller un petit peu plus loin. Fait que ça m'a remis en perspective tout ça. Puis vois-tu, je sais pas si j'en ferais un événement dans le but de comme performer. Tu sais, je me suis dit, c'est du quoi le QMT 80, là? Je le referais pas. Mais ça se peut qu'une journée de fin de semaine l'été prochain, là, moi je décide que je pars de Petite-Rivière puis je m'en vais courir jusqu'au Mont-Saint-Anne. Tout à fait. Parce que c'est une pression que je me mets envers moi-même que je trouve pas nécessaire. Que je suis là pour avoir du fun, mais il faut que j'apprenne encore à tourner la switch un peu à on est là pour avoir du fun en communauté de trail, là. Puis toi, dans ton background compétitif de hockey, d'escalade, quand tu pines le dossard, c'est une course, donc il faut comme
flirter avec la limite, alors que la majorité des gens qui se pinent un dossard pour aller faire une course, c'est pour connecter 2 points puis avoir la chance d'avoir une coupe de ravito sur le parcours. Là. Ouais, exact. Je l'avais, vois-tu, maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est quand même ça. Ouais, c'est une longue de fin de semaine, mais avec des ravitaux. Ouais. Un peu plus cher. Mais tu payes pour tes ravitaux que t'as. Pis t'as un fucking beau verre d'alcool à la fin, ou une boucle de ceinture, ou une médaille qui finit en sous-verre, je sais pas. Pis tu sais, au-delà de ça, au-delà de comme la médaille ou les ravitaux, la communauté, là, tu sais, le monde sont ici, là, comme... Tu sais, moi, ce qui m'a fait accrocher à l'escalade ici à Québec, c'est la communauté. Qu'est-ce qui m'a fait accrocher au trail aussi rapidement, là, c'est que peu importe où je m'en vais, quand je vais en Colombie pis je m'en vais courir avec une gang, quand je m'en vais ici à Québec avec des cute, quand j'arrive à Sherbrooke, la communauté, là, elle t'accueille toujours les bras ouverts. Personne n'est là pour te juger, pour te dire « Hey, tu cours pas assez vite. Hey, tu cours pas assez loin. » Comme, personne va... Tout le monde s'en fout, là. Clairement. Tout le monde s'en fout, puis tout le monde va t'accueillir les bras grands ouverts, là. C'est ça que j'aime de la communauté. Ouais. Puis des événements. Vraiment. Ça mérite une main d'applaudissement. Bravo à la communauté. Ouais. J'ai vu qu'on parle de Je cours Québec parce que Je cours Québec, pour ceux qui sont moins familiers, c'est l'organisation qui organise demi-marathon de Lévis, marathon de Québec, défi des escaliers et tout ça. T'es ambassadeur pour eux cette année, puis comment ça s'est présenté en fait ce rôle-là d'ambassadeur? Par accident aussi. Dans le fond, les accidents, ça fonctionne toujours bien pour toi? On dirait que oui. Mais c'est ça, quand je suis arrivé pour m'inscrire au QMT 80, j'étais comme... C'était un peu un petit coup de tête, mettons, avant de me coucher. Puis là, quand je suis retourné dans mon lit, une semaine plus tard, ben non, dans la même semaine, je me suis dit, OK, je veux faire cette course-là, mais, tu sais, dans le fond, moi, j'ai perdu ma mère par le suicide quand j'avais 14 ans. Puis après ça, j'ai eu des grandes difficultés, j'ai eu des idées suicidaires, j'ai eu même des tentatives de suicide dans mon passé quand j'étais plus jeune. Puis c'est un organisme qui m'a beaucoup aidé quand j'avais des postes plus difficiles. Puis la santé mentale, c'est toujours quelque chose, un sujet que je trouve que c'est tabou. Puis que, tu sais, à ce moment-là, quand j'allais pas bien, tu sais pas où aller trop. T'es comme... Tu sais pas quoi faire. Mais, tu sais, il y a toujours quelqu'un, toujours quelque chose. Puis là, à ce moment-là, je me suis dit, j'aimerais ça faire une collecte de fonds pour le Centre de prévention du suicide. Ouais. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est quand même assez difficile d'appeler au Centre de prévention du suicide si c'est pas pour de l'aide. Fait que là, j'ai essayé de les contacter de différentes manières pour que finalement, je réussisse à entrer en contact avec la directrice générale du Centre de prévention du suicide ici à Québec. Fait que là, j'y raconte un peu qu'est-ce que je veux faire, puis pourquoi je veux collecter des fonds. Puis là, elle me dit, attends, est-ce que t'appelles pour être ambassadeur Je cours Québec? Je suis comme, non, mais c'est quoi? Ah, c'est ça. Puis là, elle m'explique que Je cours Québec choisissent 3 causes associées chaque année. Ben, depuis l'année passée, c'était juste l'UICPQ, la fondation de l'UICPQ. Puis là, cette année, il y a 3 fondations, dont le Centre de prévention du suicide, et ils cherchaient un ambassadeur qui allait les représenter dans les courses. Et elle me dit, est-ce que ça t'intéresserait? Puis on commence à discuter de tout ça, puis je commence à me questionner un peu, est-ce que je suis prêt à ça? Parce que je me rappelle que quand ma mère est décédée en 2014, je pense que c'est mon impression à moi, c'est pas mon père qui m'a dit ça, mais j'avais l'impression que mon père, pour lui parler de suicide puis de parler que ma mère s'était suicidée, c'était un peu comme un sentiment de honte, de comme on n'a pas été assez pour elle, puis elle est partie à cause de ça, à ce moment-là. Fait que quand j'étais plus jeune, c'était vraiment tabou parler de suicide. Fallait pas dire que ma mère était morte par le suicide. Ma mère était décédée, point à la ligne. Ouais. Fait que je m'en vais où avec ça? Ben, tu me parlais de Je cours Québec, le fait que t'avais... Ben, en fait, l'objectif, oui, c'est de devenir ambassadeur, mais il y a aussi un objectif de sensibilisation puis d'en parler, dans le sens où si c'est tabou, parlons-en pour que ça soit plus. Hein. Fait qu'à ce moment-là, je me suis questionné, est-ce que je suis prêt à m'ouvrir devant beaucoup de personnes par rapport à mon histoire? Parce que, tu sais, comme je l'ai dit, il y a eu des moments plus difficiles aussi après ça. Puis là, j'étais pas sûr si c'était comme le bon move pour moi. Est-ce que ça allait me remettre comme, me replonger dans des émotions que je voulais pas revivre. Puis là, j'ai réalisé que, tu sais, si j'avais eu comme une image ou quelque chose d'une personne qui avait son cheminement ou quelque chose de même, je sais que ça aurait pu m'aider. Ouais. Puis je me suis dit, si je peux partager mon histoire, puis que ça allait peut-être au moins une personne à se dire, hey, il y a peut-être de l'espoir au bout du tunnel, là, ben je vais le faire. Ouais. Fait que là, à ce moment-là, j'ai commencé à discuter avec la directrice du Centre de prévention du suicide, puis
On a convenu qu'on allait avoir un suivi puis que j'allais rencontrer une travailleuse sociale pour s'assurer que c'était une bonne idée autant pour eux que pour moi. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est que là, j'ai accepté au mois de janvier là, pour les représenter là, pour les événements de cette année. Je comprends que tu avais quand même une réticence à te lancer out there parce que quand tu dis ambassadeur Jeucourt Québec pour la cause du Centre de prévention du suicide, ben nécessairement ton visage va être associé à ça, il va falloir que tu en parles, puis nécessairement il va falloir que tu racontes ton histoire. Ouais. Il y avait une crainte, je comprends, de ton côté de le faire. Ouais, quand même, parce que je l'avais jamais fait vraiment dans le passé. Tu sais, j'en parlais au monde qui était plus proche de moi. Ouais. Tu sais, même quand... Tu sais, je m'en rappelle jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, le monde, il me demandait toi, tes parents font quoi dans la vie? Puis t'avais toujours... Je disais, ben, mon père fait ça, puis ben, ma mère, elle était ingénieure environnementale. Tu sais, je mentionnais même pas elle est décédée ou peu importe, je faisais juste comme mentionner ce qu'elle faisait dans la vie. Ouais. Fait que pour moi, c'était comme un blocage. Puis à un moment donné, je me commençais à me dire, mais au fond, là, pourquoi je veux pas en parler? Mm-hmm. Puis j'ai réalisé que c'est parce que moi, j'avais le sentiment que c'était pas correct de parler de santé mentale et de suicide. Parce que aussi, quand j'étais plus jeune, premièrement, quand tu vis un suicide d'un de tes parents à 14 ans, je pense que c'est assez traumatisant. Puis moi, à ce moment-là, j'ai voulu me confier et partager comment je vivais mes sentiments à du monde de mon âge à 14 ans. Puis il y a personne à 14 ans qui a les outils là pour aider quelqu'un là qui vit ça. Fait que le monde, il se retournait rapidement comme c'est problématique, on est peut-être pas mieux de lui parler ou de lui demander comment ça va. C'est que t'étais stigmatisé parce que tu tentais de partager ou de connecter ou de faut que tu te livres à un moment donné. Ouais, c'est ça. Okay. Je l'avais juste pas fait à ce moment-là avec les bonnes personnes qui avaient les outils adéquats, mais après ça, j'ai compris que c'est correct d'en parler. Faut juste comme... C'est correct de dire qu'on va pas bien, mais c'est pas tout le monde qui va être en mesure de t'aider de la manière adéquate. T'sais, c'est pas tout le monde qui a les outils là pour aider quelqu'un qui vit un deuil là. Fait que ça, je l'avais juste pas compris à ce moment-là, puis c'est pour ça que j'ai réalisé, ok, pour moi c'était tabou pour ces raisons-là de parler de suicide, mais on devrait pas avoir peur de s'inquiéter de la santé mentale de quelqu'un puis de le demander. On devrait pas là. Non, puis j'ai l'impression que tranquillement on parle plus de ces choses-là, puis je l'entends plus peut-être dans notre génération, mais dans les milieux de travail, tu sais, puis la pandémie a amené beaucoup de dépression ou d'éloignement, puis on dirait que le mot santé mentale est devenu, tu sais, je sais pas pour vous autres, mais quand on était jeune, la santé mentale, c'était, on est à Québec, il y a un asile, la santé mentale, c'est ça, mais la santé mentale, on en a toute une fois à préserver, puis c'est pas quand ça dérape un peu, puis quand on a besoin d'aide, que là, on peut en parler, tu sais, je veux dire, tout le monde en a une à préserver. J'ai l'impression que tranquillement, on en parle un peu plus dans les milieux de travail, puis c'est un truc qui se détricote tranquillement, mais on est encore loin, puis de ce que j'entends, moi, ma perspective, pis c'est ça que j'avais trouvé intéressant quand on avait jasé ensemble, c'est que Centre de prévention du suicide est égal, je viens d'acheter une corde, puis là, faut que j'appelle, mais je veux dire, ils font des interventions à plein de niveaux, parce que t'as des gens qui vivent un deuil par suicide d'un proche, t'as des gens qui sont pas rendus à commettre l'acte, mais je veux dire, c'est peut-être pas rendu à la dernière seconde qu'il faut aider ces gens-là, oui, tant mieux si on peut, mais c'est bien avant ça, quand ils commencent à avoir des pensées noires. Est-ce que tu sens que quelqu'un qui vit une situation est équipé dans la société avec le Centre de prévention du suicide pour justement se confier puis aller chercher de l'aide, même si on n'est pas rendu sur le bord de l'acte? Ouais, ben, tu sais, oui, premièrement, oui, pour te répondre à la question. Tu sais, le Centre de prévention du suicide, il offre des formations à tout le monde dans la population. Okay. C'est un peu les premiers soins en prévention du suicide. Okay. Quoi faire si t'es une personne devant toi qui vit de la détresse psychologique? Ouais. Parce que, oui, c'est vrai qu'il faut parler de santé mentale et de suicide, mais il faut le faire de la manière adéquate aussi, là. On peut pas juste dire, non, tu vas quand même pas te tuer, là. Tu sais, c'est pas de même qu'on va aborder quelqu'un. Tu sais, c'est mentionner à la personne que tu sens qu'elle ne se sent pas bien, de nommer des faits. Ben, je vois que, tu sais, t'es pas dans ton assiette, je sais pas, t'as vécu une séparation, t'as perdu ta job, tu sais, lui nommer des faits puis lui dire, ben, écoute, je suis inquiet pour toi, est-ce que t'as des idées suicidaires? Puis lui nommer pourquoi. Puis, tu sais, tous ces outils-là, ils sont fournis par le Centre de prévention du suicide. Puis je pense que tout le monde devrait suivre cette formation-là. Parce que personne n'est à l'abri de vivre un épisode vraiment dramatique dans sa vie, là. Ouais. Puis, tu sais, c'est un peu aussi comme, j'aime ça le comparer un peu avec la kinésiologie. Tu vas pas attendre je sais pas, te déchirer un muscle. Tu vas pas attendre d'avoir des périostites. Tu vas pas attendre de te casser un bras pour te dire, hey, faudrait peut-être que je fasse le muscu. Ouais. Tu sais, tu vas aller en amont puis te préparer pour prévenir ça. Ouais. C'est un peu la même chose avec la santé mentale. Quand tu sens que tu commences à aller moins bien,
puis que genre tu te sens que t'es triste, t'es plus comme avant, t'as des comportements différents, mais c'est peut-être ça les signes pour toi de dire « Hey, j'ai peut-être besoin d'aide pour régler quelques petits trucs, là. » Ouais. T'as pas besoin de dire « Ok, j'ai des idées suicidaires, là je peux appeler, là. » Ouais, c'est ça. Tu sais, même si t'as pas des idées suicidaires, tu peux appeler là-bas, puis ça se peut qu'il y ait pas les bonnes ressources pour t'aider dans ta situation à toi, mais ils vont te référer à la ressource qui va pouvoir t'aider de la bonne manière. Mm-hmm. Puis, tu parlais de ton implication avec Je cours Québec comme ambassadeur avec le centre de prévention. Comment concrètement ça se décline, ce partenariat-là, dans le sens où tu dis ambassadeur, est-ce qu'il y a une levée de fonds par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des activités ben, pas de prévention, mais de sensibilisation, disons? Ben, ce qui a été prévu avec Je cours Québec, Centre de prévention du Sud de Québec, c'est que chaque personne qui s'inscrit a le choix de faire un don à une des 3 fondations. Okay. Puis aussi, les personnes qui sont inscrites à des événements, ben ils peuvent courir pour une des fondations. Un peu comme Bromont Ultros ou Arikana que tu cours pour la sclérose en plaques, tout ça. Ben la même chose arrive aux événements Je cours Québec. Tu peux t'inscrire puis dire ben je cours avec mon équipe pour telle fondation. Puis tu ramasses des fonds. Puis il y a aussi un petit peu ça que j'ai comme on revient un petit peu à pourquoi j'ai voulu comment c'est arrivé par accident. Moi je voulais juste faire une collecte de fonds. Puis moi je voulais encore, malgré mon implication qui est devenue comme un accident, je voulais quand même faire ma collecte de fonds qui voulait être comme significative pour moi. Ouais. Mais tu sais c'était comme compliqué un peu de faire mon rôle d'ambassadeur, de parler un peu, de mentionner les événements de Je cours Québec parce qu'au bout du compte c'est un peu ça. Ouais. Puis j'ai comme ça a vraiment pris le bord ma collecte de fonds. Okay. Tu sais je me suis ramassé à me faire dire ben un peu des organismes et tout ça que comme ben on est déjà associé avec un autre organisme, faudrait que tu le fasses de ton côté. Fait que ça a fait que mon objectif de collecte de fonds il a vraiment pas été atteint pour le QMT. Tu sais moi je me disais hey ça serait cool genre je sais pas un 10$ par kilomètre. Fait que je me suis dit 800$ ça pourrait être cool puis je pense que ça serait vraiment réalisable parce que c'est pour une fondation qui va tous nous aider un jour ou l'autre là. Mais c'est ça. Avec mon gros 300 followers, ben j'ai réussi à collecter 100$. Écoute, on va mettre le lien dans l'épisode. On peut encore le mettre? Ouais, je pense que oui. On va le faire. On va faire la diffusion. Puis si les gens, si le cœur leur en dit, ben ils auront cette option-là. Mais je pense qu'au-delà, oui, la collecte de fonds, c'est une chose, mais juste ce que tu viens de dire, je veux dire, on n'est pas Journal de Québec, on n'a pas sorti du bois, c'est pas une visibilité de millions de personnes, mais non, je comprends. Tout ce que tu as dit, je pense que c'était vraiment intéressant, juste de parler de santé mentale, de parler des outils qui sont disponibles, de parler, tu sais, ce tabou-là dans la société demeure, puis faut du monde comme toi, faut en parler ouvertement, puis pas le dédramatiser, mais le dénouer ce nœud-là, parce que si ça peut sauver des vies, let's go, parlons-en. Puis je trouve ça intéressant tantôt ce que tu disais par rapport à la honte. C'est particulier quand même que on vive cette honte-là quand il y a des gens autour de nous qui le font. Comment, avec le temps, on finit par sortir de cette émotion-là? Parce qu'on s'entend, il n'y a pas de honte à avoir. Dans la vie, on fait tous notre mieux, mais à un moment donné, il y a des situations qui sont hors de notre contrôle. Des fois, il y a de la santé mentale, des problèmes de santé mentale qui sont impliqués là-dedans. Comment on fait pour, avec le temps, sortir de cette honte-là? Je te dirais que c'était un peu pour moi, premièrement, de justement enlever comme les préjugés puis le stigmatisme de comme si tu t'en vas voir un psy, là, un psychologue, parce que t'as vraiment des problèmes mentaux, là, comme t'es vraiment fou, là. Tu sais, c'était ça que j'avais dans la tête. Okay. Je pense que c'est aussi un peu culturel. Ouais. Puis c'est aussi un peu, encore dans la société, t'es un gars, tu parles pas de tes émotions, puis ah ouais, là, va travailler. Là. Ouais. Tu sais, je pense que ça m'a pris un peu de temps comme déconstruire ces préjugés-là, puis de me dire non, ça va pas. Puis de comme l'accepter que ça allait pas. Ouais. Un peu comme le moment que j'ai accepté que ça allait pas dans ma course, puis de juste me mettre le pied à terre, puis de me dire OK, qu'est-ce que je fais là? Ouais. Parce que je peux pas juste attendre dans mon coin puis espérer que quelqu'un vienne m'aider sans que je le dise que j'ai besoin d'aide. Là. Ouais, c'est ça. Fait que ça a été à ce moment-là que j'ai comme enlevé la honte en arrière de ça. Mais ça a pris du temps, là. Ça a pris du temps, là. Tu sais, j'aime ça le rappeler un peu. C'est bien beau ce qu'on voit sur les réseaux sociaux puis comme du monde qui vont bien, tout ça, mais tu sais, ça a pris, pour moi, ça a pris un bon 7 ans, là. Ouais. Enlever cette honte-là derrière tout ça. Mm-hmm. C'est un travail énorme que t'as accompli avec ça, là. Ouais, puis je pense que, tu sais, il y a des choses que c'est des travails d'une vie aussi, là. Clairement.
Ben, écoute, c'était vraiment intéressant, c'était touchant. C'est le fun de voir le fait que t'as vécu une espèce de gros down aussi dans une course à petite échelle, c'est rien de comparable avec ton histoire, mais ça reste que des fois, on dit souvent que l'ultra, c'est comme la vie, puis on vit des hauts et des... C'est exactement ça que t'as vécu dans ta course, puis t'en es ressorti. On parlait de la honte par rapport à la santé mentale, les hommes qui sont forts, qu'il faut pas qu'il y ait d'émotions, mais la honte par rapport à terminer le QMT puis les gens t'applaudissent, est-ce que ça aussi s'est passé maintenant? Est-ce que tu comprends que les gens t'applaudissaient parce que tu venais de faire de quoi de fucking gros? Je la comprends. OK. Mais est-ce que je suis capable de le mettre derrière moi? Peut-être pas encore. Peut-être pas encore parce que je sais que j'ai quand même une personnalité qui a tendance à justement comme s'auto-protéger beaucoup, vraiment être comme en self-defense mode, là. Okay. À cause du passé un peu de... Tu sais, je le savais pas qu'à 14 ans, mon ami de 14 ans, il allait pas être en mesure de m'aider quand je lui disais que ma mère venait de se suicider. Là. Ouais. Je le savais pas à ce moment-là, puis pour moi, c'est comme, ah ben là, il veut pas me parler, il veut juste m'abandonner. Mm-hmm. Tu sais, c'était ça ma réaction à 14 ans. Fait que j'étais encore un peu en train d'essayer de construire tout ça. Ouais. Fait que ça prend un petit peu de temps. C'est correct aussi que ça prenne le temps. Ouais. Dans une société où il faut que tout aille vite, là. Ouais. Là, c'est bien que prenne le temps. Je vois qu'on a une question. Franck, veux-tu nous la poser au micro? Comme ça, j'aurais pas. Franck Lègle, ancien invité de Pas sorti du bois. Petite question pour toi sur la honte du QMT. Est-ce que c'est aussi peut-être lié à un syndrome de l'imposteur en ultra? Peut-être. Peut-être un petit peu, là, j'étais comme... Tu sais, je pense qu'avec le temps, je me suis ramassé à côtoyer aussi des personnes qu'on peut qualifier des élites du trail au Québec. Fait que, ouais, j'étais comme, OK, mais moi, je suis qui à côté de ce gars-là qui court cette distance-là où, hey, moi, je fais juste courir 80 km, là. Tu sais, lui, il fait 160, puis lui, il fait 200 miles. Tu sais, je suis qui? Moi, je cours juste 80. Puis, je l'ai tellement dit souvent, là, comme, il y a pas de petite distance, là. Non. Tu sais, on demandera à Sam Poher, là, comment il a trouvé son 27 la semaine passée, là. Je pense qu'il l'a trouvé aussi dur que moi, mon 80, là. Comme, il y en a pas de petite distance, là, dans la course, là. Chacun a ses objectifs. On parlait tantôt de dépasser versus surpasser ses limites, mais si ta limite, en ce moment, tu considères que c'est un 5 km trail, ben, tu vas être fucking content si tu le finis pas trop cassé, puis bon, l'année prochaine, je vais m'inscrire à un 10, t'sais. Ouais. Il y a pas de honte à ça, versus les gens, j'allais dire un autre terme que gens, les gens qui font des 200 miles, mais chacun a des limites différentes, puis c'est à des vitesses différentes, puis selon des backgrounds de vie différents, puis des modes de vie différents, puis tu sais, en fait, c'est ça, il y a pas de petite distance. Hein. Non, puis tu sais, c'est un peu aussi le syndrome de l'imposteur de me dire, dans ma tête, je suis comme, OK, je devrais te placer là dans la course ou là dans le finish, parce que le monde pense que je vaux ça. Ouais. Tu sais, je devrais être là, mais je suis pas là. Mais... Ben moi, je trouve c'est une très belle histoire de voir que quelqu'un qui est dans le début dans le sport, qui a une maturité immense, là, je veux dire, je sais que t'es jeune, pis t'as une maturité qui est assez déconcertante, mais de voir que dans ta première grosse course difficile, tu t'es rendu au finish, je trouve qu'il y a beaucoup à apprendre de ça. Tu sais, des gens qui écoutent, des gens qui sont ici, il y a quand même beaucoup à apprendre parce que c'est bien correct aussi d'abandonner, puis des fois c'est nécessaire, puis c'est totalement correct, il y a aucun jugement là-dedans. Mais t'avais pas 100% de raison d'arrêter. T'avais peut-être 90% de te rattacher aux 10% de se dire, oui, en ce moment, je suis pas dans l'état de faire l'objectif que je veux, mais je suis pas dans un état qui m'empêche de tituber jusqu'à l'arrivée. Puis tu l'as fait à différents moments, puis t'as serré les dents, puis tu l'as fait. Je trouve que c'est une très bel exemple. Là. Ouais, merci. Bravo. J'allais passer à une dernière question, mais je pense qu'on va regarder s'il n'y a pas des questions dans le public. On en a eu pendant, c'était cool. Si vous pensez à d'autres questions, faites-moi signe. On parlait d'une performance plus difficile au QMT dans laquelle tu as appris. Je suis certain qu'on va pouvoir te suivre puis voir ce qui va se passer dans le futur, puis on va comme faire « Oh shit, ok, il a atteint la limite qu'il voulait, ou en tout cas, il a atteint le niveau qu'il voulait. » Mais parlant de positif, tout près d'ici, il y a l'escalier du Cap-Blanc. Raconte-moi ce qui s'est fait dans le cadre du défi des escaliers. T'as un titre, je sais pas si ça venait avec une couronne, mais en tout cas, t'as quelque chose d'assez fou qui s'est passé. Je l'ai pas reçu la couronne. Mais y a-t-il une couronne qui devrait arriver? En tout cas, je leur ai donné mon adresse, puis non, mais c'est ça. Comme je disais tantôt, j'avais une course aux 2 fins de semaine, littéralement. Ouais. Puis là, le défi des escaliers, c'était 2 semaines avant le QMT.
Puis Jasmine m'avait dit « Hey, pour vrai, là, comme, pointe-toi quelqu'un, là, ben en arrière du départ, là, puis suis cette personne-là, puis dépasse-la pas, parce que tu fais juste bien l'événement parce que t'es ambassadeur, sinon on s'entend que tu serais comme en repos, là. » Ouais. Pour le rappel, le défi des escaliers, c'est 19 km? Ouais, je faisais le 19 km, puis c'est comme un 500 mètres de D+, 550. À faire tous les escaliers de la ville de Québec. Ouais. Puis c'est à ce moment-là aussi que j'ai appris que monter une montagne puis monter les escaliers, c'est pas les mêmes muscles. Non, hein? En fait, je l'ai appris le lendemain. Ouais, c'est ça. Ouais. Quand t'étais à 12 jours de ton événement? Ouais. Pis j'étais comme... Tu t'es levé de ton lit pis t'as fait « Tabarouette! » Ah, c'était douloureux. T'as senti le cap blanc? Ah, je l'ai senti. Ouais. Puis c'est ça, j'avais dit... Quelques jours avant, j'étais même pas au courant qu'il y avait comme un défi de l'héros du Cap Blanc. Puis là, en niaisant, j'envoie le post Facebook à Jasmine. Je lui dis « Promis, je fais juste ça, puis après ça, je marche. » Fait que là, j'avais même pas regardé le parcours. Je commence à courir avec un gars, puis je lui dis « Hey, les escaliers du Cap Blanc, là, tu sais où dans le parcours? » Il me dit « Ah, c'est pas trop loin du début. » Je suis comme « Ah, ok, ben je vais prendre ça mon louche que là. » Il me dit « Comment ça? Tu veux-tu le courir vite? » Je suis comme « Ah, moi, je cours juste là. » Fait que là, tu sais, je suis arrivé ici pas loin, là, puis je commence à jogginer, je commence à m'échauffer. Puis là, dès que je vois le tapis, je commence à sprinter. Fait que là, je commence à monter, puis là, j'ai mal aux jambes, il fait chaud, pis tout ça. J'arrive en haut, puis j'ai le gars qui courait avec moi, j'ai dit « Prends ton temps, je vais t'attendre en haut, on courra le reste ensemble. » Fait que là, j'arrive en haut, je commence à marcher, puis je prends 5 minutes au ravito, je me prends du Gatorade, je me prends de l'eau, puis j'attends que le gars y arrive, puis moi, je prends une pause parce que moi, j'étais à bloc. Puis là, on finit la course avec le gars, on a jasé tout ça. Puis là, quand je finis la course, je me dis « Ah, je vais aller voir, ça m'a pris combien de temps. » Puis quand je vais voir, je suis premier. Fait que c'est toi le roi du Cap Blanc. Ça a de l'air. Ceux de Québec, vous savez c'est quoi le Cap Blanc? Ceux qui sont pas de Québec, c'est un escalier de 400 marches. 400 marches, tu l'as fait en combien de temps? 1 minute 45 secondes. 1 minute 45 secondes, tout le monde. Ouais. 400 marches. C'est extrêmement impressionnant. On a fait beaucoup d'entraînements là. Je regarde Joanie, je pense que t'en as fait beaucoup de Cap Blanc toi aussi. 1 minute 45, c'est complètement débile. Ah, j'avais chaud après. Ouais, c'est ça. C'est quel background d'escalade de servi là-dedans? C'était-tu avec les mains? T'es-tu allé dans le track à gauche dans le gravier plutôt que dans les marches? C'est ça, je l'ai fait en grimpant. L'escalade par en arrière, c'était plus simple. Ah ouais, ok. Ben, c'est vraiment très impressionnant. Est-ce qu'on a des questions avant qu'on passe? On va voir si c'est aussi rapide aux questions éclairs que dans l'escalier du Cap Blanc. Mais avant ça, as-tu des questions pour Juliane? Non? On passe aux questions éclairs. C'est moi qui ai une pression, faut que je te suive. Oh, Joanie, une question. Joanie Desroches, ancienne invitée de Pas sorti du bois. On dirait que le fait d'être déjà venu au podcast ouvre les questions. Hein. Est-ce que tu vas refaire le QMT 80? Mon ami ici présente va pouvoir témoigner, mais la semaine passée, j'ai failli faire une connerie. Je fais aussi mes ultras d'une autre manière. J'aime ça beaucoup faire du bénévolat dans les événements. Puis là, cette année, j'avais fait du balisage au QMT. Puis j'avais été au bénévole au Vertical 45. Fait que quand t'es bénévole dans un événement, ils donnent un petit code rabais pour l'événement de l'année d'après. Puis là, moi, je me suis dit, je vais aller voir dans mes courriels. Je le sais, je l'ai reçu. Je vais aller voir c'est combien. Puis là, j'étais en train de m'inscrire pour le 110. Oh! En même temps, tu vas pouvoir tenter de battre ton temps du 80 tout en gardant un dessert de 30 km. Mais il est encore dans ma waitlist. Là. Okay. Je vais comme... Je pense que je vais attendre jusqu'à la dernière seconde pour voir si je décide ou pas de le refaire. Parce que honnêtement, je pense que toute la journée, là, tout le monde du 110 qui passait, là, il me disait « Hey, on échange de sort? » Moi, j'étais comme « Ben non. » Ouais, ben c'est mental encore là, quand tu pars pour 110, t'es pacé sur 110, mais ça reste que, tu sais, tantôt je disais en blague que faire le trail de la clinique 30 après le 50, c'est être vraiment content de prendre l'embranchement à gauche avant le Maelstrom. Je te confirme que de finir au Mont-Saint-Anne après 2 tentatives du 110 puis de pas finir au Mont-Saint-Anne, c'est fucking satisfaisant. Ouais. Même si l'objectif 110 il est énorme puis il est brutal, tu sais, puis c'est un autre style de défi, je veux dire, tu finis que 1000 mètres de D+, entre le 80e et le 89e kilomètre. Ouais. Mais écoute, laisse-le dans la mais attends pas trop parce que le QMT d'habitude ça se vend comme de même. Il y a ça aussi. Mais pour répondre à la question de Joanie, je pense que si jamais il y a du monde qui veut faire des petits ravitaux, je pense que je le ferais plus une fin de semaine avec des amis. Je le ferais plus de même. Mais écoute, on se part un plan. Écoute, il y a un groupe
il y a un groupe dans lequel t'es où t'as déjà sauté sur des opportunités de plan de marde comme crew, fait que peut-être que la personne qui avait collé le plan de marde, pour qui t'as fait le crew, va peut-être faire le crew pour ton prochain plan de marde. Je lance ça de même. Juliane était sur mon projet du 4 novembre au soir. Elle était descendue de Sherbrooke pour venir faire des ravitaux de nuit sur un défi qu'on aurait pu faire de jour, mais que c'était plus drôle de le faire de nuit. Mais bref, je pense que si tu le fais, il va y avoir du monde, soit ici présent, soit dans le groupe des Cute à Québec, qui vont venir te faire des ravitaux où tu veux. Ben, je pense que ça serait une bonne idée. Très cool. Puis au pire, si tu es au monde, tu te dis, hey, il me semble que j'ai encore un peu de gaz, tu iras faire la boucle du 30, c'est correct, là. On verra. Et balisé à l'année, tu sais. Ouais, bon. Ça donne le goût. Est-ce que t'es prêt pour les questions avec l'arnaque? Je pense que je serais jamais prêt, mais ouais. Je rappelle que ça fait 166 épisodes, qu'il y a des records, il y a des FKT, des temps les plus rapides. Pas de pression comme on parlait tantôt. Aucune pression. Il y a deux choses. Ton temps va compter pour le record général, tenter de battre le 10 secondes d'Yvan Lheureux. Mais on enregistre 2 épisodes aujourd'hui, fait qu'on va aussi faire une petite compétition amicale avec la deuxième invitée qui viendra plus tard. Allez. Donc je rappelle, c'est 10 questions à répondre le plus rapidement possible. Je sors mon chrono puis je tente de pas m'enfarger dans mes mots parce que vous entendez souvent la version finale post-production. Ça arrive des fois qu'on la reprend après 3 questions parce que l'animateur il est comme tu vas trop vite, faut que je te suive. C'est comme moi qui essaie de suivre Samuel Poher à l'UPCC. Bref, est-ce qu'on est prêt? Ouais. Est-ce que dans la salle on est prêt? Ouais. Regarde pas, là. Prêt? Ouais. Route ou trail? Trail. Roulant ou technique? Roulant. Été ou hiver? Hiver. Des plus ou des moins? Des plus. Question d'axe, chocolat ou érable? Chocolat. Roche ou racine? Roche. Bâton, pas de bâton? Bâton. Estrie ou Charlevoix? Estrie. 50K ou 50 000? 50K. Gin ou café? Gin. 11 secondes! C'est pas ton chrono, ça, Joanie? C'est pas ton chrono, ça, 11 secondes? 11 secondes, c'est le deuxième temps masculin le plus rapide de l'histoire. Derrière Yvan Lheureux, donc by the way, Yvan Lheureux a fait son 10 secondes dans le Cap Blanc, en montant le Cap Blanc pendant un défi qu'on faisait. C'est ça qu'il fallait qu'on fasse. Ça, le monde le savent pas. On l'avait tenté de le commencer, puis l'enregistrement avait pété, mais il a quand même fait 10 secondes, faut les donner. Mais félicitations. 11 secondes, il y a comme une triple égalité du côté des femmes, dont Joanie Desroches qui est là. Double égalité. Emmanuel Salambo de Gora, toi et quelqu'un d'autre que j'oublie. Ça se peut. Mais bref, c'est très rapide. Félicitations. Ouliane, au-delà des questions avec l'arnaque, c'était vraiment, vraiment intéressant. Je pense que tout le monde ici est d'accord que c'était une discussion hyper intéressante. On a vécu ton QMT avec toi. Puis je pense qu'on en ressort tous bien inspirés. Fait que merci, mon chum. Merci à toi. C'était vraiment le fun. On l'applaudit. T'étais nerveux au début. Est-ce que ça s'est bien passé? Ouais, mais je te dirais que si je prends encore mon gin, là, ben, le drink, check bien. Ah, il y a un petit chèque. C'est correct. On est rendu à la fin, là. Non, mais c'est parce que c'est la pluie, là. Ah, c'est ça, c'est la pluie. Donc, merci à tout le monde qui était là. Merci au Faux Mouvement qui nous accueille aujourd'hui. Merci à Max de la distillerie Hubal qui nous a fait un drink qui était vraiment bon. T'as plus parlé que moi, c'est bon signe parce que c'est pas l'invité. Mais moi, j'ai plus rien dans mon verre. Toi, il en reste encore un peu. Ça tombe bien, on a un deuxième enregistrement. Oh. Donc, merci Max, c'est vraiment... Ouais, ça va. Comme d'habitude, je remercie David Hébert pour le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie NAC qui est le partenaire officiel de Pas sorti du bois. Je remercie Hubal, le fournisseur de gin, Noctem pour la bière, Capic 1 pour le café. Bref, tout ce qui est liquide, je pense que c'est un bon partenaire du podcast. Mon nom est Yannick Vézina et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100%. Hey! Très fort, très fort.